je le fais maintenant. Donc des points importants. Je voudrais revenir avec vous sur des points importants théoriques de la traduction de la poésie. Certains ont déjà été, donc ont fait déjà l'objet de notre réflexion dans le cours de traductologie, mais nous y revenons aujourd'hui en les illustrant d'un exemple qui est un exemple assez important pour le XXe siècle. Donc, je reviens à Jacques Derrida pour dire que la poésie, donc comme nous l'avons déjà dit dans le cours de traductologie, la poésie, selon Jacques Derrida, ne constitue pas seulement un faire, mais aussi un advenir. Et la poésie est toujours une déconstruction événementielle, c'est-à-dire que la poésie constitue un événement et en tant qu'événement, elle est une forme de la déconstruction. Pourquoi? Bon, je ne suis pas là aujourd'hui à expliquer sur un plan philosophique le fait que l'événement chez Derrida est une façon de vivre le legs ou l'héritage de ce que Heidegger dit au sujet de l'événement, dit au sujet de la philosophie comme événement. Mais Derrida considère que c'est la poésie qui est un événement, à savoir toujours quelque chose qui ne peut pas être prévu à l'avance. Donc, c'est un événement parce qu'on ne saura pas dire à l'avance, il va y avoir poésie, il va y avoir poème. Mais la poésie est quelque chose que l'on reconnaît comme un événement parce que une fois le poème accompli, une fois le poème composé, la poésie est quelque chose qu'on n'aurait pas pu prévenir, mais que l'on reconnaît comme toujours advenu, vous voyez. Et, et donc la poésie, elle ne peut pas s'inscrire au sens temporel dans quelque chose que nous pourrions appeler histoire, c'est-à-dire que nous le faisons a posteriori, nous considérons qu'il est possible de constituer une histoire de la poésie occidentale. Mais il serait impossible a priori de dire, vous voyez, il y a poème, dit Derrida, c'est que la poésie, elle est impossible à prévoir. Et c'est un élément extrêmement important parce que cela veut dire que la poésie ne dérive pas de ce que l'on appellerait un projet, vous voyez. Et alors là, certains d'entre vous, les spécialistes de poésie, pourraient répondre, et pourtant, parfois, nous lisons que tel poète aura voulu composer un poème sur tel sujet, certainement, ou que la Divine Comédie est le fruit d'un projet, d'une structure, d'une pensée de la structure, oui. Et pourtant, pour que l'on dise a posteriori qu'il y a eu poésie, c'est que quelque chose d'imprévu s'est passé, et cet imprévu qui est l'événement de la poésie est la poésie même. Vous voyez? Donc, bien que la poésie puisse faire partie d'un projet, si finalement elle a lieu, c'est parce que elle est en sus de ce qu'on pourrait projeter. Elle est toujours déjà d'emblée événement. Marie veut poser une question. Oui, madame. Je me demandais si justement cet événementiel qu'on ne peut prévoir, si j'ai bien compris, en gros, c'est l'inspiration. Oui, alors, il y a de ça, Marie, et pour le dire en termes heideggeriens, ce serait une sortie de l'être de son retrait. C'est-à-dire que le poète est dans un tel rapport à la vérité, à l'être, que
ce qui adviendrait au moment de la composition du poème, soit on le dit en termes du 19e siècle, et là on dirait c'est de l'ordre de l'inspiration, certes, et on a ces figures du 19e siècle qui sont des figures, de poètes inspirés ou qui ont été euh, qui ont reçu un don. Ce don est celui de l'inspiration, et cela fait d'eux des figures extraordinaires à l'intérieur d'une histoire culturelle. Ou alors, pour le dire en termes heideggeriens, c'est ce moment où, grâce à des génies qui sont qui se retrouvent être dans la société, le génie, donc la figure du poète, perçoit des instants de vérité. Et ces instants de vérité, ce sont des moments de poésie. Alors, chez Derrida, il est difficile de parler de vérité. Et donc, lorsque Derrida dit il s'agit d'un événement, cela veut dire, au sens de la déconstruction, que la poésie est de l'ordre d'une rencontre. Voyons, que serait la poésie? Et c'est pour ça que la poésie est comparable à la déconstruction, parce que lorsque Derrida dit on ne peut pas définir ce qu'est la déconstruction, elle est ce qu'elle est au moment où elle advient, cela veut dire que si on décidait ensemble de déconstruire, de pratiquer une lecture déconstructrice d'un texte littéraire, je ne saurais pas vous dire à l'avance ce qui adviendrait au moment de cette lecture déconstructrice. Premièrement, parce qu'une lecture déconstructrice est un effet d'événement, ça veut dire que je ne peux pas prévoir à l'avance. Au moment où je suis toute seule ou avec d'autres, par exemple avec vous, et qu'il arrive que nous décidions de déconstruire un texte, à ce moment-là, ce jour-là, avec qui nous sommes à ce moment-là, avec les lectures que nous avons accomplies, ce que nous pouvons dire comme commentaire de ce texte est un événement, et cet événement est une déconstruction, vous voyez. Ça va un peu de pair avec ce que je disais hier lorsque je vous disais certainement, on peut envisager qu'il existe une méthodologie du commentaire de traduction, mais s'il est vrai que nous sommes un peu dans une filiation derridienne dans nos cours, hein, il est vrai aussi que tout commentaire est un événement déconstructif, et cela veut dire que je n'écrirai pas aujourd'hui le même commentaire que je pouvais écrire hier, et je ne l'écrirai pas exactement le même demain, et les trois sont valides, et que donc je peux écrire à l'infini des commentaires de ma traduction, ils seront tous événementiels. Marie, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est encore un peu flou, mais je pense que ça devrait aller mieux avec la suite du cours. Et d'ailleurs aussi, peut-être que je peux apporter un nouvel élément, on reconnaît un poète au fait que tous les jours, il ait envie de composer. C'est-à-dire qu'un poète, on le reconnaît à son désir de composer. Cela veut dire qu'un poète va composer un poème aujourd'hui, mais demain il recommencera. Et notamment, on le dit par rapport à la poésie d'amour, amour et poésie, parce que j'ai besoin de dire tous les jours en tant que poète mon amour à l'égard de la personne aimée, et que ça ne s'arrêtera pas à la fin du poème, mais qu'il sera toujours nécessaire de recommencer, parce que l'expression poétique est de l'ordre de ce qui ne peut pas être accompli, mais il faut toujours que ça advienne. Alors, voyons, je vois que il y a eu des conversations dans la... Madame, donc, c'est Catherine qui parle. Madame, donc si je comprends bien, selon lui, la poésie serait donc le fruit du hasard. Non, ce n'est pas exactement du hasard. C'est l'événement, c'est ce qu'on ne peut pas prévoir. Il y a du hasard, bien entendu, mais il y a aussi que ça ne peut pas arriver à tout le monde. Il faut qu'il y ait un génie, un poète pour pouvoir composer un poème. Parce que sinon, après coup, on ne reconnaîtrait pas cela comme un poème.
Faustine, fruit de l'instant, pas du hasard, réellement, je pense. Faustine, c'est exactement ça. Bravo, bravo, merci pour avoir répondu avant moi. Oui, Cardellen, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas inspiration au XXe siècle, mais au sens heideggerien, c'est de l'ordre de l'événement, c'est-à-dire que quelque chose advient qui est de l'ordre de la sortie de l'être de son retrait. Et ça, c'est l'événement du poème, c'est que quelque chose advient qui n'est pas de l'ordre de ce qu'on aurait pu prévoir. Parce que lorsqu'un poète écrit un poème, il ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Et d'ailleurs, l'une des preuves de cela, c'est que même lorsque, au sein de l'Oulipo, les poètes de l'Oulipo composent des poèmes à contrainte, même la contrainte ne peut pas préjuger du résultat. Cardellen, est-ce que vous me suivez sur ce point? Oui, oui, c'est clair, plus ou moins. Merci. Et Catherine qui remercie Faustine. Oui, merci à tout le monde. Donc, je continue. Le poème se laisse faire et le poète, dit Derrida, se limite à faire venir en laissant venir. Et cette définition, vous la trouvez dans un texte assez célèbre de Derrida qui porte un titre italien dont nous avons déjà parlé, qui est Che cos'è la poesia? Et il faudrait pouvoir dire tout l'illimité de cette limite, c'est-à-dire laisser venir, ça apparaît comme une limite, le poète se limite à laisser venir le poème, à laisser le poème advenir, mais c'est un illimité de la limite, comme si le faire poésie revenait toujours à se tenir en équilibre sur une ligne qui correspond entre le faire et le laisser faire. C'est-à-dire que cette tradition selon laquelle le poème dériverait d'un poiein qui serait le faire est également contrecarrée par une idée de l'événement qui, au XXe siècle, serait le fait que, bien entendu, le poète fait, mais en même temps, il laisse venir l'être à l'intérieur du poème, c'est-à-dire il laisse l'événement du poème avoir lieu. Et alors, quelqu'un veut poser une question? Non? Non. Et alors, Derrida, j'imagine que les spécialistes de poésie parmi vous connaissent une tradition extrêmement connue qui est celle du poème comme hérisson, et d'ailleurs il existe de nombreux hérissons du 19e, du 18e, du 19e et du 20e siècle. Au 20e siècle, il y a également, on a également connu des hérissons volants pour parler du poème, et Liliane Giraudon, qui est une poétesse marseillaise extrêmement connue, une poétesse disons contemporaine, elle a écrit un très beau texte sur tous les hérissons de l'histoire de la poésie occidentale. Et donc, il existe des hérissons romantiques, un hérisson et un hérisson déridien, c'est-à-dire que Derrida reprend cette figure du poème comme d'un hérisson. Et il dit, il utilise cette figure du hérisson qui se tient au bord de l'autoroute. Vous vous souvenez, nous en avons déjà parlé. Et se tenir au bord de l'autoroute, c'est-à-dire se tenir sur cette ligne qui sépare l'autoroute des champs, fait que il est impossible de dire que le hérisson comme poème est ici ou là, parce que s'il était dans le champ,
le poème n'adviendrait pas, le poème hérisson n'adviendrait pas, parce que le hérisson serait en soi chez soi. Et le en soi chez soi, c'est l'être qui ne se manifeste pas, qui demeure caché, qui n'est pas là. Mais le hérisson décide de tenter la traversée de l'autoroute. Enfin, du moins, il se pose la question, parce qu'il est au bord de l'autoroute. Donc, il pose la question de savoir s'il veut traverser l'autoroute. Et donc, il pose la question de savoir s'il va tenter la traversée, s'il va tenter l'événement, s'il va sortir du lieu où habituellement il serait caché. Mais en se mettant au bord de l'autoroute, il pressent le danger de la traversée. Il suffit d'un pas de plus pour être de l'autre côté de la ligne et dire ce qui reviendrait à trop dire. Oui, ça c'est aussi une formule que Derrida reprend, parce qu'il dit aller au-delà de la ligne de l'autoroute. Enfin, le poème est poème parce qu'il se tient sur cette ligne entre la traversée de l'autoroute et les champs derrière. Mais s'il traversait, il reviendrait à trop dire. Et un poème qui dirait trop ne serait pas un poème, et d'ailleurs il serait immédiatement écrasé par les voitures sur l'autoroute. Mais c'est un refrain très connu par les spécialistes de poésie du début du XXe siècle, parce que cette histoire de la poésie doit être difficile. On hérite de qui ce dicton? Cardelaine, vous savez? J'ai pas très bien suivi la dernière partie. Oui, je disais, en fait, si le hérisson se tient sur la ligne, sur le bord de l'autoroute, parce que s'il traversait, cette traversée reviendrait, enfin, s'il était un poème, cette traversée serait trop dire, comme pour le hérisson, ce serait trop en faire, et la voiture arriverait et l'écraserait. Et donc, si un poème disait trop, ce trop dire ferait qu'il n'est plus poème. Mais je disais, c'est un motif qui est extrêmement connu pour les spécialistes de poésie, parce que nous héritons disons, d'une imposition qui nous vient des modernistes anglo-saxons, qui revient à dire attention, un poème, il doit être complexe, compliqué. Et je vous posais la question de savoir si vous étiez au courant du poète de qui nous héritons ce dicton, que la poésie doit être difficile. C'est Ezra Pound, non? Non, j'appellerai avec le nom d'Ezra. Pour une fois, c'est pas Ezra Pound, c'est T.S. Eliot dans les Literary Essays. À un moment donné, il dit, mais la poésie au XXe siècle, elle doit être difficile. Et bien entendu que Pound dit, ah oui, absolument, il faut que la poésie soit difficile. Il n'y a pas de poésie qui ne soit pas difficile. Et à partir de là, l'artifice extraordinaire des grands poèmes modernistes dont nous héritons et nous le savons parce que voilà, en tant que spécialiste de poésie, nous savons que la complexité est le propre de la poésie. Il existe très peu de poèmes dont on pourrait parler simplement. Et d'ailleurs, même si on remontait au Moyen-Âge, il en serait toujours ainsi. Le poème est difficile. L'interprétation du poème est difficile. Mais c'est vraiment un refrain du XXe siècle. La poésie doit être difficile. Pourquoi? Parce qu'un poème qui dirait trop, c'est un poème qui n'est pas poème. Vous voyez? Le poème est comme un hérisson parce qu'il doit cacher le sens. Et le fait de cacher le sens est ce qui le rend poème. Comme le hérisson qui, se refermant en boule, fait sortir ses aiguillons pour piquer celui qui viendrait s'approprier de son sens. Oui, en effet, c'était une question aussi difficile que parce qu'il y avait presque un piège, il me semble, si vous n'aviez pas dit la tradition anglo-saxonne.
j'ai pensé, j'étais dans l'univers un peu malarmène presque. Oui. Je pensais au coup de dé qui n'abolira jamais Jamais le hasard. n'abolira le hasard. Oui, bien entendu, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est vrai, ça rentre dans cette tradition de l'événement, hein, du poème comme événement. Et il y a de ça aussi, c'est la tradition malarmène, chez Derrida du moins. Il y a là une question qui se profile, c'est Anna Maria. Je reviens peut-être un peu en arrière, mais ça me fait penser qu'on se pose les mêmes questions pour le jeu théâtral, chercher à trouver l'équilibre entre la maîtrise des techniques et laisser la place pour qu'advienne ce qu'on ne prévoit pas, ce qui relève de l'instant et qu'on doit pouvoir laisser venir en fonction de ce qui traverse le comédien dans l'instant même de la représentation. Oui. Oui, absolument, Anna Maria. Et d'ailleurs, un certain nombre d'études ont été faites dans ce sens autour. Alors, est-ce que j'arrive à retrouver même. J'arrive à retrouver l'ouvrage qui me vient à l'esprit immédiatement. En fait, en Italie, il existe un acteur, un comédien, écrivain, réalisateur, metteur en scène qui s'appelle Carmelo Bene et qui a énormément travaillé sur ce point avec son équipe théâtrale pour le rapprochement entre théâtre et poésie, ou définition du théâtre et définition du jeu théâtral et définition du poème. Et c'est d'ailleurs aussi, pour revenir à ce que Cardelaine disait, quelque chose qui occupe Mallarmé, parce que lorsque Mallarmé s'intéresse au mime, il se rendait donc dans les jardins parisiens et c'était très à la mode à l'époque mallarméenne de voir s'exhiber un théâtre muet qui se faisait seulement de mimique. Et Mallarmé rend le mimique poème. Et d'ailleurs, il y a un texte très beau qui est considéré comme un poème en prose qui porte le titre de Mimique. Justement, j'imagine que vous connaissez cela, Anna Maria, mais justement pour abonder dans le même sens qui est le vôtre, c'est-à-dire que cet événement est précisément ce qui se passe au théâtre. Il y a le texte auquel le comédien se réfère, il y a la mise en scène, il y a le directeur, et pourtant il y a quelque chose qui n'appartient qu'au corps du comédien, et c'est de l'ordre de l'événement, n'est-ce pas, Anna Maria? Oui, j'imagine. Enfin, il y a toujours un peu de retard. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, la poésie devrait occuper, selon Derrida, l'espace étroit et infini à la fois entre le dire et le vouloir dire. L'écriture doit, à la lettre, ne rien vouloir dire, puisque ce ne rien vouloir dire permet d'accéder au jeu de la dissémination. Je m'explique. L'écriture devrait ne rien vouloir dire, cela veut... oui, Cardelaine, le théâtre de la cruauté d'Artaud, et d'ailleurs Carmelo Bene, que je citais tout à l'heure, travaille sur Artaud. Non. Rita? Non. Non, non. J'ai pas parlé de poète italien, hein. C'est un comédien, écrivain, metteur en scène. Il s'appelle Carmelo Bene. Voilà, je l'écris, hein, je l'écris dans le chat. Donc, je revenais au fait que Derrida pousse la définition du poème jusqu'à dire un poème, c'est un
ne rien vouloir dire. Mais ce ne rien vouloir dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens. Ça veut dire que c'est le début de la dissémination, parce que si le poème dit trop, il dit trop bien, et en disant trop bien, il ne laisse aucune place à l'interprétation. Mais le ne rien vouloir dire du poème, ça veut dire une multiplication des sens. Ça veut dire que le sens n'est pas assuré, et là commence le jeu de l'interprétation. Et d'ailleurs, Faustine veut poser une question. Allez-y, Faustine. En fait, du coup, c'était une question tout à l'heure. Enfin, le moment est un peu passé. Donc, Ah, pardon, j'ai vu trop en retard. en fait, c'était par rapport attendez, je reviens dans mes. Quand vous avez parlé de Poème, de faire et de laisser faire, du coup, par rapport à mon mémoire sur les épopées, du coup, je me posais la question parce qu'on a Poème et Epos, c'est ça? Donc, et à la fois poème et à la fois faire. Du coup, j'imagine qu'il y a une relation avec par rapport à ce que vous avez dit avec Heidegger, etc. Mais du coup, j'ai plus exactement la question que je voulais formuler. Mais, Faustine, aujourd'hui, vous êtes brillante. Hein. Vous posez les bonnes questions et vous avez les bonnes réponses. Vous l'êtes tout le temps, mais aujourd'hui, de façon particulière. Ça doit être aussi que c'est une année dans laquelle vous travaillez sur la poésie. Donc, bien entendu, c'est des choses qui ont écho chez vous. Mais vous avez posé une question extrêmement intéressante parce que dans l'Antiquité grecque, on séparait le poète Aède, qui était celui qui recevait le don des muses, à savoir celui qui est enfin, recevoir le don de muse, ça veut dire que c'était celui qui savait composer et qui avait le don musical de la composition. Et celui-là était considéré comme une figure sacrée. C'est la raison pour laquelle, même chez Platon, il y a bien entendu une critique dont on sait aujourd'hui qu'elle n'est pas si prononcée que cela contre la poésie, mais il y a en fait une mise en évidence du fait que cette figure-là, c'est-à-dire la figure du poète qui a reçu le don des muses, à savoir qui a reçu une faculté à composer des poèmes et aussi une faculté à entendre la mélodie du poème, ce poète-là est une figure sacrée, c'est-à-dire qu'il est en relation avec les muses. Et puis, il y a tout simplement des poètes qui s'amusent à entendre et à apprendre par cœur les poèmes et à les chanter devant des cours plus ou moins éloignés. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Faustine? Donc, bien entendu qu'il y a un faire, mais ce faire est aussi un événement. Cet événement est la connexion avec les muses. d'accord. Et du coup, par rapport à l'événement, du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler garder le mot épopée, parce que du coup, c'est quand même la définition de faire et de poème, si on prend de façon heideggerienne, les épopées d'Homère, par exemple, c'est pas le fruit d'un instant, c'est toute une réflexion et tout un ensemble de poèmes, etc., qui d'ailleurs, bon, ça c'est une autre histoire, mais on n'est pas sûr que ce soit écrit par la même personne. Donc du coup, est-ce que le terme d'épopée pour vraiment parler ou parler de l'Odyssée et de l'Iliade comme vraiment un poème et une épopée, est-ce que du coup c'est pas un peu Daté? ouais, Oui. Bah, vous voyez, si on réfléchit,
l'épopée homérique, lorsqu'elle rencontre la plume de Joyce, elle la rencontre sur un terrain qui n'est pas celui de la poésie, mais qui est celui de la prose, puisque chez Joyce, l'Odyssée devient un roman. Ouais, je vois, mais du coup, enfin, d'ailleurs, il y a souvent plus de réécritures qui sont en prose que en Oui, poésie. c'est-à-dire que il faudrait... Faustine, ça me fait penser en fait que peut-être il faut que je partage avec vous aussi mes cours sur la construction hein, des poèmes homériques, parce que c'est une vaste question. Vous m'y ferez songer, on en reparlera. Mais chez Homère, enfin dans les épopées homériques, il y a sans doute une architecture qui rappelle le côté absolument construit des, de- des poèmes homériques. Hein. Et aussi, il y a un certain nombre d'éléments, comme par exemple l'ainos à l'intérieur des poèmes homériques. L'ainos, ce serait un récit avec un sens qui est un sens de sagesse. C'est-à-dire que lorsque, à l'intérieur de l'épopée homérique, on rencontre un ainos, ça veut dire qu'à ce moment-là, le poète qui se trouvait face à son public produisait un discours qui devait également être entendu comme un discours voilé sur une autre question qui était importante au moment où le poète se produisait devant le public. Vous voyez, donc forcément, il y avait quelque chose de travaillé. Mais là où j'attire votre attention, c'est le fait que aujourd'hui encore, si un poète se met à composer un sonnet, eh bien, il a une thèse pour son sonnet, parce que vous savez qu'un sonnet répond toujours à une problématique, à une thèse, il pose une question et il se donne une réponse. Mais le moment de la composition en soi est toujours événementiel. C'est-à-dire que l'épopée, bien que ça soit le fruit d'une architecture qui est pensée, ça n'enlève rien au fait qu'au moment où ça a été composé, ça a été un événement, Faustine. Mhm. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire que j'ai beau décider que je deviendrai poète, si je ne le suis pas, je ne le saurai pas. Mhm. Ok, c'est bon, j'ai très bien compris. Merci. Merci à vous. Je vois que Sophie aussi a une question, cette problématique de dire versus vouloir dire, sens versus non-sens, me rappelle mon travail que j'avais fait sur Deleuze et le cercle l'année dernière. Mais c'est d'ailleurs dans cette veine-là, parce que le cercle qui se fonde sur Deleuze autour de la question du nonsense travaille il travaille immédiatement après l'époque dorée de Deleuze et Derrida sur la question chez Deleuze de la dissémination du sens, chez Derrida de la dissémination du sens, chez Deleuze sur le non-sens. Mais la thèse fondamentale, c'est que pour qu'il y ait un sens qui ne soit pas pur, propre et identique à soi, ça veut dire un sens qui arrête l'interprétation, il faut presque en arriver à un paroxysme de son opposé, c'est-à-dire qu'il faut prôner un non-sens pour que le sens se multiplie. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Sophie? Oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, Umberto Eco traite de cette question-là également au sujet de la lecture du roman ou de la composition d'un roman. Dans Lector in Fabula, Umberto Eco dit bien que l'écriture romanesque doit bien comporter des espaces qui sont des espaces blancs. Et l'espace blanc, qui est d'ailleurs une notion qui reprend à des théoriciens russes des années 20, et des théoriciens d'ailleurs aussi
peut-être tchèque. Sophie, il faudrait que je revoie cette histoire-là. Mais l'espace blanc est typiquement ce qui fait qu'un texte est un texte littéraire. Comment vous dire? Si vous désirez devenir écrivain, que vous vous mettez à écrire, mais que vous faites lire votre roman et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, Umberto Eco donne une réponse au fait que certains textes ne deviennent jamais des textes littéraires et la réponse que Umberto Eco donne à cela, c'est qu'un texte littéraire doit laisser de la place au lecteur pour que le lecteur interprète sans qu'on ne lui dise tout. Parce que si on lui dit tout, il n'a plus de place et le texte lui tombe des mains. Un texte littéraire est un texte dans lequel l'espace blanc est plus ou moins dosé, à savoir un texte qui fait de la place à l'interprétation du lecteur. Et cet espace blanc dans le poème est porté à son paroxysme, c'est-à-dire que dans le poème, il y a un blanc qui prend, vous voyez, la totalité de la page et le poème se situe juste à un endroit, il met du noir sur la page alors qu'il y a beaucoup de blanc. Et c'est d'ailleurs une thématique, pour revenir à Cardelaine qui citait Mallarmé, c'est la question de l'espacement sur la page de Mallarmé à voir avec ça. Vous me suivez? Oui. Oui, vous me suivez toujours? Oui, je pense à la typographie, le livre comme scène. Pour revenir aussi à la question de théâtre, ça rapproche peut-être encore, peut-être parce que chez Mallarmé, bon, il y a une lecture de Jacques Rancière, si je me trompe pas, de Mallarmé. Oui, comme théâtre, comme scène, et que les mots, la constellation, la disposition du mot sur la page, qui multiplie le sens justement parce qu'il n'y a plus une linéarité, il n'y a plus une ligne qui s'enchaîne logiquement comme ça, mais on peut toujours recommencer à lire le poème. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire que cette place laissée au lecteur que Umberto Eco définit comme espace blanc est la spatialisation du poème. Oui. Au sein du poème, et c'est une thématique donc qui commence avec Mallarmé et qui traverse, disons, en grande partie tout le XXe siècle. Alex dit les espaces blancs se retrouvent également dans la bande dessinée. Oui, bien sûr, Alex. C'est-à-dire que sans qu'il y ait possibilité d'interprétation, un texte perd toute faculté littéraire. Et c'est d'ailleurs, si on devait pousser à bout la définition de la littérature, parce que Umberto Eco fait une boutade et dit est littérature tout ce que nous appelons littérature. Mais tout ce que nous appelons littérature, c'est un texte qui arrive plus ou moins à retenir un certain nombre de lecteurs. Et la seule façon qu'un texte a de retenir son lectorat, c'est de produire un espace conceptuel, on en convient, qui est un espace d'interprétation. Aucun de nous n'a envie de s'ennuyer en lisant. Et le seul moyen pour se tenir en haleine en lisant, c'est d'avoir un lieu d'interprétation. Et peut-être qu'Anna Maria pourrait même nous dire que cela se passe de la même façon au théâtre, comme Cardelaine le disait tout à l'heure en rappelant ce beau texte de Rancière sur Mallarmé. Cardelaine, d'ailleurs, le titre m'échappe, mais ça va revenir dans quelques minutes. Oui, moi aussi, je cherche encore le titre. Ouais, c'est un beau titre, d'ailleurs. La parole, non, la parole muette, c'est pas... C'est pas la parure, non. C'est pas ça, peut-être. Je réfléchis, je vous dirai. Oui. Oui, on réfléchit ensemble. Ou alors, il faut chercher dans la bibliographie. Je cherche dans ma bibliographie. Voilà. Oui, donc la poésie devrait toujours être lue comme si elle était déjà traduite, parce que traduire implique un rapport au sens qui n'est pas de l'ordre du saisissement, mais qui est de l'ordre de la fuite.
comme le dit Benjamin, et c'est pour ça que je cite avec vous un passage de Benjamin que je mets. Alors, je le mets dans la conversation parce que c'est un passage traduit par Monsieur Nous que nous avions déjà d'ailleurs regardé ensemble. C'est tout comme la tangente ne touche le cercle que de façon fugitive et à un seul point, et que c'est juste ce contact, non le point, qui lui assigne la loi selon laquelle elle poursuit à l'infini sa marche en ligne droite, de même la traduction touche-t-elle le sens de l'original de façon fugitive, et seulement en un point infiniment petit, pour de là suivre son propre cours selon la loi de fidélité dans la liberté du mouvement langagier. Donc, la traduction touche le sens de l'original en un point infiniment petit du sens et continue sa trajectoire qui est une trajectoire langagère. Comme de même qu'une tangente touche le cercle qu'en un point infiniment petit et continue sa trajectoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que s'il existe des retraductions et si toute traduction n'est qu'appel à retraduction, cela veut bien dire que une traduction n'est qu'une interprétation partielle de l'infini, de l'illimité, si on veut le dire avec les termes que Derrida utilisait tout à l'heure, de l'illimité du sens du poème. Et donc tout poème est déjà une traduction parce que tout poème entretient avec le sens le même rapport qu'une traduction entretient avec le sens de l'original. C'est-à-dire que tout poème est en fuite. Alors, je voudrais tellement approfondir avec vous cette histoire de la fuite, mais je dirais au moins une chose, c'est que dans un ouvrage extrêmement célèbre qui porte le titre de Stanze de Agamben, Stanze, j'écris la référence là dans le... Alors attention, la citation que vous avez, c'est Benjamin, oui c'est ça, c'est la parole muette de Rancière, peut-être. J'avais à l'esprit aussi un autre titre de Rancière sur le Mallarmé, mais ça va venir. Sans doute, oui, la parole muette, mais il doit y en avoir un autre. Et donc, ah oui, je vous disais, donc Giorgio Agamben dans Stanze dit bien que le tout de la stanza, qui est la strophe du poème, le tout d'une stanza, et d'ailleurs ce à quoi on reconnaît une stanza, c'est le fait que la stanza met toujours en fuite un sens. C'est-à-dire que à la fin de la lecture d'une strophe d'un poème, il faut que le lecteur se pose la question du sens comme quelque chose qui n'est pas acquis, mais qui est toujours déjà en train de s'échapper. Et donc, nous voyons très bien que c'est typiquement cette question d'un poème comme toujours déjà d'emblée une traduction. Oui, alors c'est vrai aussi qu'on pourrait interpréter cela comme une ligne de fuite de Deleuze. C'est-à-dire qu'un poème est une ligne de fuite aussi. C'est-à-dire le sens en son sein fait une ligne de fuite. Très bien, oui, Cardelaine. Et donc, lire un poème pour restituer un sens qui soit un sens arrêté reviendrait à poursuivre l'inessentiel de la même façon dont on dirait qu'une traduction qui ne s'intéresse qu'au sens et pas à la forme, selon Benjamin, reviendrait à poursuivre l'inessentiel. Il faudrait ici prendre Benjamin à la lettre, c'est-à-dire dire que le sens d'un poème est inessentiel, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il est infini ou qu'il ne saura jamais être défini,
parce que la forme du poème est comme une crypte où demeure toujours du sens en sus de l'interprétable. C'est-à-dire que tout spécialiste de poésie, ou toutes les fois sans doute où vous avez fait l'expérience d'attaquer un poème, vous vous rendez compte que vous arrivez à la fin d'une interprétation et vous recommencez immédiatement parce qu'il y aura toujours du sens en sus de l'interprétable. Un poème est toujours une crypte qui contient un sens. Et alors, toujours pour citer Derrida envoie un jour à Ginette Michaud, qui est une psychanalyste canadienne assez connue, dont vous avez peut-être entendu parler. Je vous écris le nom. Ginette Michaud. Voilà, comme ça. Ginette Michaud envoie un jour, enfin, Derrida envoie un jour à Ginette Michaud un poème dans une lettre. C'est le seul poème qu'il ait jamais composé. Et c'est un one-line poem, c'est-à-dire un poème d'un seul vers qu'il a composé pour une anthologie de one-line poems qui lui a, enfin, pour laquelle les rédacteurs avaient demandé une contribution à Derrida. Et le poème de Derrida dit, enfin, c'est ça, il dit « Prière à déceler d'une ligne de vie ». Prière à déceler d'une ligne de vie qui s'écrit comme ça. C'est le one-line poem de Derrida. Et qui est un poème métathéorique sur ce qui devrait être un poème. C'est que ce qu'on décèle, c'est quelque chose qui est scellé. Et ce qui est scellé, c'est quelque chose sur lequel on a apposé, vous voyez, un sceau, parce qu'il ne faut pas l'ouvrir ou parce que l'ouverture est une chose que tout le monde ne peut pas faire. Et comment déceler le poème, comment l'ouvrir, comment déployer son sens d'une ligne de vie, c'est-à-dire qu'il faut continuer d'écrire le poème, et d'écrire le poème, ça veut dire il faut l'interpréter, parce que l'interpréter, c'est un peu ce que nous disions hier lorsque nous disions le mode de visée entre les langues change, mais la visée est la même. Donc parfois, lorsque nous commentons un poème ou lorsque nous le traduisons, parce que la traduction est toujours déjà d'emblée un commentaire, ce commentaire se situe entre les interstices du poème et c'est comme s'il était une poursuite de l'écriture du poème. Et donc, pourquoi une ligne, ça veut dire continuer de l'écrire avec de la vie, ça veut dire de l'écrire de façon événementielle. Je continuerai de donner du sens au poème parce que à chaque fois que je lis un poème, le poème résonne dans l'instant, dans l'événement de ce que je suis en train de traverser. Et donc, je ne lis pas aujourd'hui un poème de Richard Brautigan, par exemple, comme je l'aurais lu il y a 2 jours, comme je le lirai dans 3 jours. Et donc, il faut toujours recommencer l'interprétation du poème avec une écriture qui est aussi une écriture de la vie, avec qui je suis aujourd'hui, parce que demain, je serai une autre personne. Et donc, je reprends la formule de Derrida au sujet de la traduction relevante et reviens sur ce que Portia dit dans Le Marchand de Venise quand elle dit « When mercy seasons justice », quand le pardon relève la justice, c'est que ce geste-là dont Derrida dit c'est exactement ce qui se passe dans la traduction When mercy seasons justice, c'est la formule de la traduction. Quand le pardon relève la justice, il y a là deux gestes à la fois. D'un côté, il s'agit de donner du goût
parce que seasons, c'est l'assaisonnement. Donc, une traduction ou un commentaire de poème assaisonne, donne du goût au poème, parce qu'il en rajoute du sens au poème. Ce n'est pas que toute, vous voyez, justice serait, et c'est ce qui est impossible en traduction, ou c'est ce qui est impossible dans le commentaire de poème, justice serait dire précisément ce qu'il y a dans le poème. Mais la justice n'est pas possible, parce qu'il n'est pas possible de dire précisément ce qu'il y a dans un poème. Et donc, la justice, elle doit être relevée, c'est-à-dire qu'il faut donner du goût à la justice, il faut rendre la justice plus belle qu'elle ne l'est, et il faut donc ajouter du sens, il faut donc interpréter, il faut donc écrire un commentaire où il faut alors traduire. Et donc, il y a ce sens-là qui est le sens de l'assaisonnement dans When Mercy Seasons Justice, ou encore il y a le sens du fait de produire une sorte de relève. Donc il y a le sens de relever le goût, ou alors il y a ce qu'on entend quand on dit la relève de la garde, c'est-à-dire lorsque un poème commenté devient un poème haut commenté, ou lorsqu'un poème traduit devient un poème haut commenté. Et dans ce sens, le poème traduit ou commenté est un poème qui vient se placer comme relève, c'est-à-dire il vient relayer l'original, il vient continuer l'histoire de l'original, il vient poursuivre sa trajectoire langagière. Je l'ai dit, la justice est donc liée à la traduction, oui, parce que la justice, c'est ce auprès de quoi nous nous endettons, Julie. C'est-à-dire que, parce que justice n'est pas possible, justice n'est pas possible, rendre justice au poème reviendrait à le traduire parfaitement, mais cela est impossible. Et donc, il faut s'endetter auprès de la justice pour pouvoir faire quelque chose avec le poème, et non pas seulement rester endetté et endeuillé. Et donc, cet effet de relève est aussi quelque chose qui pardonne, dit Derrida. C'est une figure du pardon. La traduction est une figure de pardon. Alors c'est très beau, c'est très touchant, tel que Derrida décrit cela, parce que il faut pardonner au texte de ne pas tout pouvoir dire. Il faut pardonner au texte de ne pas signifier clairement ce qu'il est en train de dire, mais il faut aussi que le traducteur se pardonne à soi-même de ne pas avoir compris complètement le texte. Il faut que le commentateur se pardonne à soi-même de ne pas avoir rendu tout ce qu'il y aurait dans le poème. D'où un peu mes réactions d'hier matin lorsque je vous disais « Mais qu'est-ce que vous croyez qu'avec une méthodologie du commentaire, vous parviendrez à tout dire ?» Non, vous ne parviendrez pas à tout dire, parce que l'essentiel est encore toujours à venir. Donc, ce que vous ferez, c'est une étape intermédiaire dans l'événement du sens du poème. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, et c'est pour ça que je vous dis, soyez ouverts et soyez surtout, pardonnez-vous de ne pas avoir tout dit, mais faites de votre mieux pour faire advenir le sens dans la lecture des textes qui vous sont soumis. Il y a aussi là quelque chose qui est de l'ordre du passionnel. Et je pense que c'est pas à cet endroit-là que Derrida en parle, mais c'est dans d'autres textes. Bon, là, bien entendu, vous l'aurez compris, je suis en train, pas tout. Je vous demande pardon, mais ça a coupé. C'est ma connexion qui n'allait pas. Madame Azaré. Oui, Carte-Hélène, vous avez une question? Oui, en effet.
bon, c'est un peu pas très clair, peut-être. J'ai pas envie de couper votre Non, allez-y. énoncé, mais parce que, bon, en ce moment, j'essaie de comprendre plus ou moins la recherche de la musicalité dans le poème. Pourquoi? Pourquoi? Comment? Et j'essaie de créer des théories. Et dans cette aventure, je me dis, on cherche la musicalité parce que on en avait parlé l'année dernière et vous nous avez dit que c'est un moyen, entre autres, de se souvenir, par exemple. C'est un recording, déjà. Donc, il y a un élément que j'ai et un autre élément, c'est de la question de harmonie, voilà, de créer des belles vers, des belles poésies, mais bon, belle beauté, mais bon, c'est à complexifier, bien sûr, mais je dis un peu brièvement. Et ce que j'entends depuis le début de notre séminaire d'aujourd'hui, est-ce que, bon, comme un troisième élément, est-ce que je peux oser tenter de dire que la musicalité, ça peut être aussi le pardon, ça peut être aussi ne pas vouloir tout dire, et parce que le poème est en train de dire, quand il fait la musique, quand il crée une musicalité, il est en train de dire quelque chose. Et il y a le sens, il y a l'essence qui s'est créée, qui s'évolue, qui devient, qui vient, advient. Mais en même temps, il y a la musique simultanément qui fait s'entendre. Et donc, en disant chaque fois, donc je dis, et chaque fois que je dis, je pardonne. Bon, j'essaie de trouver la justice en ne disant pas, parce que je fais la musique, donc je dis pas. Oui. Cardelaine, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Ou c'est moi qui n'ai pas... Allô? Cardelaine, vous m'entendez toujours? Cardelaine, oui. Pardon, ça avait coupé de mon côté. Oui, donc Vous m'avez... Oui, je vous ai entendu jusqu'au moment où vous dites cette musicalité est aussi une forme de pardon, c'est-à-dire que elle se substitue à la possibilité d'entendre enfin, de percevoir la totalité du sens. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous me faites penser, Cardelaine, c'est une très bonne piste. Il y a un texte de Derrida qui est l'introduction à un ouvrage psychanalytique de Nicolas Abraham et Maria Torok. Et le texte s'appelle Force, F-O-R-S. Et là, Derrida travaille sur comment, par exemple, en psychanalyse, lorsqu'on analyse, on entend. Et ce qu'on entend, la musicalité des signifiants, ça contient un sens qui n'est pas le sens de ce qui est raconté. Mais cette musicalité est aussi une crypte, c'est-à-dire que, vous m'entendez? Oui, c'est très intéressant pour moi de le savoir. Merci. Oui, c'est-à-dire que la musicalité est aussi ce qui cache le sens. C'est-à-dire, je peux toujours me dire, est-ce que ce que j'entends est un effet musical ou alors c'est comme une protection du sens, vous voyez? C'est-à-dire que
le poète aurait peut-être dit autre chose s'il n'avait pas été à la recherche de la musicalité. Mais en disant pas tout à fait ce qu'il aurait voulu dire pour garder la musicalité, il a protégé le sens. Il a crypté en quelque sorte. La musicalité comme une crypte, c'est comme un langage supplémentaire qui se superpose à celui du signifiant, pas de la signification. Oui, qui se donne pas facilement, qui n'est pas tout à fait compréhensible comme ça, je trouve. Bon, je suis assez, je trouve très difficile les poèmes qui cherchent la musicalité. Pour moi, c'est très difficile de le déchiffrer, par exemple. Absolument, mais c'est ça. Et c'est vrai aussi que, par exemple, lorsque nous lisons un poème dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, et nous le lisons bien que nous maîtrisons cette langue, mais ce n'est pas notre langue maternelle. Et ça m'arrive lorsque j'entends les poèmes lus, par exemple en anglais, mais composés par des Irlandais, puis lus par des Irlandais. Eh bien, tout à coup, c'est à l'entendre, le poème, que le son, la musicalité se déploie et le sens advient à moi. C'est vraiment de l'ordre de l'événement parce que jusque-là, j'avais pas entendu ce sens à l'intérieur du poème. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est caché, mais qui peut être lu parce que c'est une ligne de vie, c'est-à-dire que je fais l'expérience d'arriver jusqu'en Irlande et d'entendre les poètes lire leurs poèmes, vous voyez. Oui, il y a aussi un accueil, je crois, de cette musique qui dit pas, mais qui dit à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, bon, je peux entendre la musique d'une culture que j'ai jamais expérimentée, mais sa musique peut me toucher. C'est-à-dire qu'il y a un accueil presque immédiat. Peut-être que je peux entendre comme ça. C'est absolument ça, mais vous avez raison aussi que la musicalité relève le texte. C'est-à-dire, ça lui donne du goût et c'est aussi un appel au pardon. Pardonnez au texte de ne pas tout vouloir dire parce qu'entre-temps, il est en train de vous charmer par son son. Il y a de ça aussi. Oui. D'accord, oui, c'est bon. Merci beaucoup, c'est un bon réflexe, je crois. Oui. Et donc, je voulais ajouter qu'il y a aussi un élément passionnel qui est le fait que j'ai une sorte de toujours pour ceux parmi nous qui sont donc des passionnés de poésie, mais de littérature, il y a un rapport passionnel au texte dans la lecture qui fait que c'est le fait de souffrir et jouir à la fois dans la lecture du texte, c'est-à-dire on souffre du fait que le texte ne nous appartienne pas complètement parce que nous sommes toujours en train de l'interpréter et nous jouissons du fait aussi que le texte nous résiste de façon à ce que nous puissions toujours relancer l'interprétation. Mais c'est parce que les textes, nous les aimons. C'est parce qu'il y a cette passion-là que la justice, elle est jamais possible. Vous voyez? Parce que si on y allait de façon totalement apathique dans la lecture, et c'est quelque chose qu'aucun traducteur, aucun commentateur ne peut faire, parce que il n'y a qu'un seul rapport possible à la littérature, à la poésie, à la musique, c'est le rapport passionnel. Et c'est la passion qui empêche la justice. Vous voyez? C'est-à-dire le fait de souffrir et jouir à la fois empêche au texte de dire exactement ce qu'il veut dire. Parce que nous sommes avec lui dans un rapport où nous lui demandons de nous laisser en paix parce qu'il est en train de prendre toute notre énergie parce que nous sommes en train de l'interpréter. Et en même temps, puisque nous l'aimons, nous lui demandons de continuer de nous hanter. Vous voyez?
Et donc, la justice, elle n'est jamais à aucun moment possible. C'est pour ça que Derrida revient sur cette phrase prononcée par Portia, When mercy isn't justice, et Derrida dit, c'est ça le rapport à la littérature. Le pardon. Oui, oui, c'est ça. Alors, il y a Samantha qui veut intervenir aussi. Allez-y, Samantha. Non, en fait, je sais pas, c'est un peu trop contemporain et trop à l'ouest. Mais quand Cardelen était en train de parler des musicalités et tout, et de comment la musicalité, ça cache l'essence, ça m'a fait penser à un artiste, je me trompe pas, elle est allemande, qui s'appelle Irma Blank. Irma Blank, je sais pas si vous la connaissez, mais elle est très contemporaine et elle fait des textes qui sont des textes illisibles en fait. C'est un truc bizarre, mais elle fait des petites écritures genre comme ça, qui on n'arrive pas à lire, qu'est-ce que c'est. Et les plus intéressants pour moi, c'est que j'étais dans une lecture et il y a des gens qui lisent les textes. Donc chaque personne fait son interprétation de tous ces trucs, c'est illisible, et ils les font. Donc ils lisent vraiment les qu'elle écrit, mais chaque personne les lit d'une façon tellement différente, c'est incroyable. Donc elle a un texte comme ça, elle a un autre texte aussi qu'elle a créé une langue qui mélangeait, elle voudrait faire les plus différentes langues européennes. Et en fait, il y a 4 lettres dans sa langue. Donc, on ne comprend pas, on ne sait pas quel est l'essence. Et aussi, des gens lisent ça comme l'essence. Et c'est assez intéressant parce que là, ces changements des langues, ça crée des sens qui n'existent pas. Quand il y a quelqu'un qui lise, je pense qu'il y a un J, un H, je me rappelle plus, mais c'était un J, un H, peut-être un K et un I, un truc comme ça. Mais les H, c'était assez intéressant pour moi parce que là, ça faisait des mots. Et par exemple, en français, on dit H, en portugais, on dit aga, en allemand, on dit, j'ai oublié, les H, je ne me rappelle plus. Mais ça faisait un truc, ça faisait une formation. J'ai écouté les trucs et c'était comme si la personne qui parlait en allemand, les lettres et la façon qu'on concevait les sens de mots ou la façon de prononcer ça, parce qu'il n'aime pas ça me donnait l'impression qu'elle parlait de la langue allemande. C'est une fille, c'est magnifique. Oui, oui, non, mais merci Samantha pour avoir évoqué cet exemple. Effectivement, c'est-à-dire que si je peux rebondir, l'espace qui est laissé à la lecture dans l'interprétation du poème n'est pas un espace insignifiant. C'est au contraire là où l'interprétation commence. C'est-à-dire que le poème est un objet qu'il faut lire. Enfin, qu'il faut lire à haute voix. Vous voyez, la lecture, c'est pas quelque chose enfin, on ne peut pas lire. Il n'existe pas de possibilité de comparaison entre la lecture d'un roman et ce qu'il faut faire face à un poème. Même, oui. Oui, non, mais même dans la lecture d'un roman, normalement, on est très incité à lire les textes à voix haute parce que ça change notre façon d'entendre les textes, de comprendre les textes et ça change le rythme, il a un rythme aussi. Bien sûr, bah oui, la prosodie. Et dans un poème qui est un objet beaucoup plus court, ça ne peut que s'amplifier en fait. Alors, je vois que dans la conversation, il y a Faustine qui dit donc on pourrait dire qu'un poème est doublement crypté par un traducteur et par la musicalité que le poète peut donner, par les différences de sens dans la musicalité selon les langues. Il y a de ça, Faustine, oui, bien sûr. Et c'est. D'ailleurs, je ne sais pas si Monsieur Nusilovic a travaillé avec vous sur la lecture des poèmes de Celan, mais Celan est l'un de ces poètes qui travaille justement ça, c'est-à-dire que
Un poème, on peut le lire en ne connaissant, un poème de Celan, on peut le lire en ne connaissant que l'allemand. Mais si on connaît le yiddish, on entend aussi autre chose à l'intérieur. Et c'est la même chose lorsqu'on lit, par exemple, Joyce. On peut lire Joyce et ne connaître que l'anglais. Mais si on lit Joyce et on connaît l'italien, l'allemand, le gaélique, et là, c'est un Joyce autre qui s'ouvre à nous. Vous voyez, donc bien entendu que la musicalité des langues participe du sens du poème. Et Cardelen dit, la musicalité ne cache pas l'essence, elle y résiste et le libère à la fois, je crois plus ou moins. C'est exactement ça, Cardelen. Oui, bravo. Et tout cela me fait penser à la pratique de la traduction homophonique qui est en résonance avec ces H, Sam, qui s'entendent autrement dans diverses langues et ils s'articulent, commencent à dire quelque chose. Oui, voilà, c'est exactement le débat que je souhaitais soulever auprès de vous et qui d'ailleurs me permet de faire un rappel pour les étudiants de Master 2, enfin mes étudiants de Master 2 qui étaient là l'année dernière, qui suivaient déjà mes cours et qui ont déjà beaucoup entendu parler des raisons pour lesquelles à un moment donné, Pound s'en va chercher le XIIIe siècle toscan. Il y a une question phonétique dans cette recherche. Qui s'en souvient ? Peut-être. Vous n'êtes pas obligé parce que je dis beaucoup de choses. Oui, moi. Cardelen, vous vous en souvenez? Je me souviens de... c'était dans interculturalité, non? Oui, aussi. Oui, bon, oui, bien sûr, on en a fait. Et le mot, la façon dont Pound écrit ces mots, mais en s'appuyant sur des moyens différents de les écrire, par exemple. Et donc, ça fait un effet corporel parce que en lisant, on n'entend pas, par exemple, je vais donner un exemple. Ça, c'est la façon dont on écrit ascenseur en turc. Et donc, quand vous le lisez, je pense que votre réaction serait pas le même que ma réaction. Donc, cette recherche, je trouve un peu ludique, mais j'imagine que c'est plus sérieux et plus lourd que ça. Oui, il y a de ça et c'est parfait. C'est-à-dire, il y a ces mots qui reçoivent différentes lectures selon les langues et c'est un élément. Alors, je vois que Marie veut intervenir. Allez-y, Marie. Oui, ça me fait aussi, lorsqu'on parle de Pound comme ça me fait penser aussi à son Fridge Effect. Au niveau du sens et de la musicalité qui est hyper pertinent chez lui, le fait de mélanger comme ça le Modern English et le Middle English crée quand on le lit un son qui est totalement différent et qui percute l'auditeur, tout comme quand on le lit, on a un effet qui est tout aussi choquant mais qui à la fois n'est pas le même vu que ça reste une lecture. Mais du coup, je trouvais que ça faisait bien ressortir l'idée du sens scripté aussi. Oui. Marie, vous êtes encore là parce que tout à coup votre micro s'est coupé. Ah Oui, oui. Oui, vous aviez terminé? Non, si. oui. Oui, oui, merci aussi pour avoir rappelé cet élément de la composition poétique poundienne. Et je me permets donc d'ajouter à ce que vous venez de dire, vous, Cardelen, le fait que au moment où Pound arrive sur la scène poétique en langue anglaise, il y a une difficulté avant tout autre. C'est d'un côté que la poésie a moins d'impact sur la société qu'elle ne l'avait au XIXe siècle ou à l'époque romantique, mais que ce détachement que la poésie vit de façon progressive par rapport à son lectorat, à son auditoire, vient, selon Pound, du fait que la poésie anglaise vit un effet de répétition.
C'est-à-dire que les grands poètes de la tradition anglaise ont épuisé les moyens expressifs de la langue anglaise. Ce que cela implique, c'est que les mots en langue anglaise à la rime, dit Pound, they go squashy. Vous vous souvenez de ce cours où je vous avais raconté, où je vous avais lu des passages de l'introduction que Pound fait à ces traductions de Cavalcanti. Il dit les mots à la rime en anglais sont trop relâchés, la fin de vers en anglais ne sonne pas suffisamment vigoureuse et donc ça produit un effet de déjà entendu. On est habitué aux rimes anglaises parce que après Shakespeare, après toute la tradition romantique, il reste très peu de choses à faire. Pratiquement, je saurais dire d'un point de vue plastique, auditif, dans le poème. Donc, Pound pose la question de savoir comment faire, mais il se dit vraiment avec Eliot, avec d'autres poètes, camarades de l'époque, mais comment allons-nous faire pour renouveler la poésie en langue anglaise? Et c'est en même temps, déjà depuis quelques années, parce que c'était un jeune étudiant spécialiste de langue romane, il est en train de traduire d'un côté les troubadours, et d'ailleurs il travaille dans cette période-là une anthologie qui est très célèbre, que je vous montre, hein, c'est celle-ci. C'est l'anthologie des troubadours en langue anglaise, Lark in the Morning. Il travaille aux traductions de Cavalcanti depuis ses années d'université. Et l'idée lui vient qu'il faudrait composer en anglais à l'inverse de ce que Shakespeare fait. C'est-à-dire que si Shakespeare va toujours choisir dans son écriture le mot anglais majoritairement à assonance germanique, Pound veut plutôt inverser la tendance et aller chercher les mots anglais à assonance latine, c'est-à-dire que là où il y a possibilité de choix entre un étymone germanique et un étymone latin, eh bien, Pound va faire le choix de réutiliser, de réinvestir l'étymologie latine au sein de l'histoire de la langue anglaise. Et donc, cette attitude plastique vis-à-vis de l'anglais le conduit à produire un effet auditif autre dans la tradition poétique anglaise. Et cela contre le manque de tenue du vers anglais. Vous voyez, donc c'est vraiment une opération pratique, hein, et donc il va essayer de réinvestir un répertoire linguistique qui est celui des troubadours, des poètes italiens du XIIIe siècle, et il va chercher systématiquement à traduire avec un mot anglais à étymologie latine. Et ça, c'est quelque chose de pratique, c'est-à-dire que c'est une action poétique que Pound a sur le champ poétique anglo-saxon. Mais sans doute que mes étudiants de l'année dernière de traduction s'en souviennent. Oui, plus ou moins. Oui, donc Marie. Non, j'ai eu l'impression, oui, Sophie s'en souvient, très bien. Et Pierre aussi s'en souvient, très bien. Ouais, parce que très souvent, je répète la même chose. Estelle dit aussi, merci Estelle, merci. Donc, vous vous en souvenez. Et
donc, je commence ce qui est quand même l'importance, enfin l'important de mon cours aujourd'hui, parce que jusqu'à maintenant je n'ai fait qu'introduire. Je prends l'exemple donc d'un poème de Louis Zukowski qui porte le titre de Et. Alors, j'écris le titre du long poème de Et. Là. Alors, est-ce que je l'ai ici? Oui, je vais vous le montrer. Attendez. Ah, vous n'avez pas la même édition que moi, Gardelène. Voilà, hop. C'est de la bibliothèque, donc comme ça mes Moi, camarades j'ai cette aussi édition-là. chercher. La vôtre, elle est en auprès de quel éditeur? Moi, c'est A New Direction. Oui, John Hopkins, pardon. Oui, donc je vous disais, c'est un poème extrêmement long, hein, vous voyez, c'est l'œuvre d'un certain nombre d'années, hein, de presque une vie. Et alors, deux raisons motivent le choix de l'exemple que je vais donner dans le cours de traduction dans l'histoire littéraire. Il s'agit premièrement de montrer que la poésie, et de façon particulière la poésie des modernes et des modernistes, agit comme les textes de Derrida. C'est pour ça que je vous ai beaucoup parlé de la façon dont Derrida conçoit le texte poétique, parce que cela coïncide ou cela fonctionne pour la poétique des modernes et des modernistes. L'intérêt donc de cette proposition, qui est la mienne aujourd'hui, réside dans la tentation aussi de renverser la phrase que je viens de prononcer, c'est-à-dire que je peux dire que les composantes de la stratégie poétique moderne et moderniste existent déjà dans la déconstruction, comme si les modernes et les modernistes étaient déconstructeurs sans savoir qu'ils l'étaient. Un certain nombre d'années. Oui, oui, et ça fait beaucoup d'années même, Hélène, hein. Et ça me fait oui, oui, et donc, donc ma tentative est celle de vous montrer que si Derrida est hanté par la pratique des modernes et des modernistes, en réalité, les modernes et les modernistes, si on pratique la anthologie avec un H comme le fait Derrida, ce seraient plutôt les modernes et les modernistes qui ont été préalablement hantés par Derrida. Enfin, ça a été des constructeurs avant la lettre. Pourquoi je dis cela? Ce que je vais travailler avec vous, c'est une pratique de la lecture de Cavalcanti qui se traduit d'une façon très simple. Ça va être du Zukowski versus Pound. C'est-à-dire que la façon dont Zukowski lit Cavalcanti est aux antipodes de la façon dont Pound lit Cavalcanti, et pourtant Zukowski est endetté auprès de Pound, et le premier mouvement est celui donc d'une reconnaissance de la dette auprès de Pound dans la lecture de Cavalcanti, mais immédiatement après, nous nous apercevons à la lecture de Zukowski que le Cavalcanti de Zukowski est un Cavalcanti aux antipodes de celui de Pound, premier élément. Et deuxième élément, c'est pour ça que j'essayais de jouer avec vous cette inversion, parce que lorsque nous lisons Cavalcanti, mais on le lit, vous voyez, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une lectrice de Cavalcanti de 2020 ne peut pas lire Cavalcanti sans avoir lu Pound ou sans avoir lu Zukowski. Si on est, vous voyez,
spécialiste de poésie, parce qu'un spécialiste de poésie se doit de connaître au moins Pound, Zhukovsky, Roubaud, enfin un certain nombre de poètes du XXe siècle. Et donc, si aujourd'hui je m'en vais prendre la bibliothèque du XIIIe siècle toscan et que j'ouvre Cavalcanti, si je suis derridienne, enfin si je m'inscris dans la lignée derridienne, je peux tout à fait dire Cavalcanti aura lu Pound et Zhukovsky. Vous voyez, c'est-à-dire que Cavalcanti contenait déjà, il était déjà hanté, c'est ça la hantologie de Derrida, qui vient aussi de hantise, c'est-à-dire que Derrida joue avec le mot de hantologie, mais il met un H pour dire que la hantologie, c'est aussi une hantise. Le fait de mettre ensemble des textes, quand on fait une anthologie, on met ensemble des textes qui se trouvent être sous la même thématique ou sur le même sujet. Alors, on pourrait faire par exemple une anthologie, Cavalcanti et tous ses traducteurs, mais cette anthologie pourrait se transformer en une anthologie avec le H, c'est-à-dire que on pourrait montrer que Cavalcanti aura d'emblée, dans son historicité du XIIIe siècle, été hanté par toutes les lectures qui ont suivi la sienne, à savoir, on peut ajouter Dante Gabriel Rossetti, Pound, Zhukovsky. Est-ce que pour les étudiants de Master 1, cette histoire est claire? Parce les étudiants de Master 1 restent très silencieux. J'espère que vous suivez toujours, que vous ne nous avez pas abandonnés. Madame, Oui, Marie. vous m'entendez? Oui. Du coup, en fait, si on part de ce principe-là, ça veut dire que tout écrit, peu importe l'auteur et peu importe la période, s'inter-influence, en fait, si j'ai bien compris. Oui. Enfin, s'inter-hante même. Oui, c'est ça, Marie. C'est très bien trouvé. La formule est la bonne. Alors, Derrida emploie le terme de anthologie avec un H dans un ouvrage assez célèbre qui porte le titre de Spectre de Marx, dans lequel il fait une lecture de Hamlet, un peu dans les lectures que nous connaissons de Derrida sur Shakespeare, un peu au sens de la lecture du Marchand de Venise, c'est-à-dire une lecture qui, au shakespearien, paraîtra drôlement anti-shakespearienne, mais disons une lecture déconstructrice de Shakespeare. Et à partir de cette lecture, il dira une chose, il dira, c'est comme si Shakespeare avait toujours été hanté par Marx. Et c'est-à-dire, on peut lier cette idée-là avec l'idée de Benjamin dans La tâche du traducteur, lorsque Benjamin dit « mais au fond, l'histoire des œuvres d'art langagères est une histoire où l'œuvre d'art langagère se doit de survivre jusqu'au jour où son traducteur idéal n'arrivera, et ce traducteur idéal peut ne jamais arriver, ça n'enlève rien au fait que l'essence de l'œuvre d'art langagère est attente du traducteur idéal. Et on peut dire la même chose pour les commentaires littéraires, c'est-à-dire que l'essence shakespearienne, ou alors le fait que on le répète tout le temps, Shakespeare est un classique parce qu'il s'adresse à l'essence humaine qui est en nous et non pas à notre être historique. C'est pour ça que nous continuons d'aller au théâtre voir les pièces de Shakespeare, ou nous continuons de lire Shakespeare aujourd'hui. Et donc ça fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire que Shakespeare aura été tellement extraordinaire qu'il aura déjà englobé toutes les possibilités de lecture qui, à l'avenir, pourraient être faites de lui. Et Derrida le dit aussi de Joyce, il dit Joyce aura inventé son joyciciel, c'est-à-dire que Joyce aura créé au sein de son œuvre un logiciel qui donnera du travail à tous les commentateurs, au moins pour les 2 siècles à venir.
Vous voyez, en disant 2 siècles, il réduit beaucoup le pan historique qui nous occupera autour de Joyce. Ce que Derrida entend par le spectre et par la ontologie, c'est que un écrivain n'est pas seulement hanté par ceux qui le précèdent et avec lesquels il faut faire, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une tradition littéraire, il faut faire avec les spectres du passé, mais un écrivain, un poète, un dramaturge est toujours déjà d'emblée dans la situation où il a à faire avec les spectres qui viendront de l'avenir. Et cet avenir est toujours déjà dans l'œuvre, si tant est que l'œuvre en question est un classique ou un chef-d'œuvre ou une œuvre d'art langagère au sens benjaminien. Est-ce que vous me suivez? Marie, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, complètement, merci. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous faisons travailler la ontologie au sens derridien avec un H. Toute œuvre, et d'ailleurs, Marie, ça peut s'appliquer à votre corpus de mémoire, parce que Conan Doyle aura créé le logiciel Doyle, c'est-à-dire il aura créé cet espace qui est déjà dans son œuvre, qui est l'espace de toutes les lectures et de toutes les réécritures qui auront pu être faites de son œuvre. Complètement. En plus, j'étais en train d'y penser juste au moment où vous l'avez dit. Mais oui, complètement. Il a instauré des codes qui, du coup, ont tellement perpétué que, oui, l'inter-influence, comme je disais, enfin, on a sûrement parlé la dernière fois, des codes qui ont influencé encore des auteurs aujourd'hui et qui continuent de s'influencer entre eux tout en gardant cette intimité et ce lien avec le Doyle d'origine. Donc, c'est pour ça, oui, je comprends très bien l'inter-entage. Voilà, c'est ça. Et Samantha veut poser une question, je la vois lever la main. En fait, j'étais en train de réfléchir sur Beckett et je ne sais pas comment toute cette réflexion qu'on est en train de faire, si ça marcherait pour les auteurs qui se sont auto-traduits. Parce que là, il y a déjà l'auteur qui a écrit et qui a fait sa propre traduction et donc une autre version de texte. Et c'est que c'est intéressant sur Beckett, c'est que la traduction, elle est très différente en fait de l'original. Du coup, est-ce qu'il existe la possibilité, on va dire, de retraduire les textes de Beckett et qu'est-ce que ça apporte en comparaison avec les textes originaux, la traduction de l'auteur, on va dire comme ça. C'est un peu, je sais pas trop formuler, mais ça me fait un truc. Alors, une référence d'un chercheur qui a travaillé exactement sur cette question-là que vous posez, Samantha, ça s'appelle, c'est une amie, collègue qui s'appelle Chiara Montini, qui est une spécialiste donc de la traduction, de l'autotraduction beckettienne. Et si on le rattache donc à ce que nous venons de dire, nous pouvons... alors, il y a plusieurs éléments qui me viennent à l'esprit. Le premier élément, c'est que le Beckett qui s'autotraduit, il s'autotraduit à un moment qui est celui du changement de pays. Parce que Beckett s'autotraduit, il ne traduit pas une infinité d'œuvres. Hein. Il traduit Murphy, dont on connaît d'abord une version anglaise et on connaît une version traduite par lui-même en français. Et puis, si je ne me trompe pas, certaines nouvelles de More Pricks Than Kicks, dont la traduction française n'a pas vraiment abouti et qui finalement dont la traduction a été terminée par Edith Fournier. Alors, est-ce que après Malone Moore, non, Malone Moore n'existe pas en anglais, donc ça doit être Murphy avant tout et puis More Pricks Than Kicks. Mais je pense que Malone Moore, il a fait les contraires, non? Il a fait. Il s'est auto-traduit en anglais. Voilà, oui. C'était ça. Ouais. Voilà. Donc, il y a
d'abord une chose, c'est que au moment où Beckett écrit Murphy, il n'a pas encore rencontré Joyce. Et c'est le moment de la rencontre avec Joyce qui bouleverse son rapport à la langue, parce que Beckett se rend compte que s'il y avait quelque chose à faire dans le sens de l'expression en langue anglaise, en langue irlandaise, ça a été fait par Joyce. Et donc, il est impossible d'aller de l'avant. Et donc, il faut emmener la langue possiblement à s'éteindre parce que Joyce a couvert le monde de son discours en anglais et donc le poser, le côté contrecarré de Beckett est celui de se taire et d'aller chercher une autre langue. Et lorsqu'on l'interviewe sur ce choix, il dit parce que pour moi en français pas de style. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est la possibilité de produire une langue qui possiblement va s'éteindre. Et d'ailleurs, progressivement, à partir de Manon meurt jusqu'aux pièces radiophoniques, enfin les pièces radiophoniques de Beckett, ce sont des pièces où les personnages se déplacent sur 5 points d'un carré. Et donc, ça y est, il y est parvenu, il est arrivé à faire s'éteindre la littérature. Donc, le problème qui existe à l'intérieur de l'autotraduction de Beckett, c'est que le Beckett qui va hanter sa propre traduction, c'est un Beckett qui était déjà contenu dans le projet initial, qui était celui de conduire progressivement la littérature à s'éteindre. Donc, forcément, le fait que l'autotraduction advienne après une écriture préalable, ça veut dire que l'autotraduction implique toujours un appauvrissement de la langue. Vous voyez? Mais ce n'est pas sur le sens de l'équivalence, c'est sur le sens de la progression dans un projet. C'est-à-dire que Beckett ne va pas chercher la justice de son original en anglais ou en français. Il va chercher à faire en sorte que son œuvre originale s'éteigne dans une autre langue. Ça, c'est un peu la quête de toutes les autotraductions, je pense, parce que est-ce que les auteurs ils veulent vraiment donner la justesse de texte ou est-ce qu'ils veulent corriger les textes ou quelque chose comme ça? Oui. C'est un peu dans la correction, dans la révision. C'est une sorte de réécriture, hein. C'est une sorte de réécriture qui est sans doute une traduction, une transposition. Mais alors, un autre élément important, parce que nous parlons de Beckett et que nous parlons de Joyce, et c'est sur ça que je vais terminer parce que je vois que nous avons dépassé l'heure, mais alors, lorsque Joyce tente l'autotraduction, il tente l'autotraduction de certaines parties de Finnegan's Wake en italien qu'il va essayer de publier dans une revue qui était à un moment donné tenue par Moravia en Italie, qui est un auteur italien assez connu que Martina doit connaître. Voilà. Et il fait une préface à son autotraduction de Finnegan's Wake en italien où il dit, en fait, en traduisant, je n'ai même plus voulu écrire du Joyce, mais j'ai voulu faire du Dante en italien. Vous voyez, c'est une façon de traduire la anthologie. Et il dit la phrase suivante, il écrit que Padre Dante me pardonne, j'ai imité sa façon d'écrire, un fleuve de sons qui nous endort de bonheur. Et donc, puisque en écrivant Finnegan's Wake en anglais, il avait imité Dante, au moment où il s'auto-traduit en italien, il va devoir revenir à la langue de celui qui l'avait hanté en écrivant en anglais. Et donc, ce qu'il fait en écrivant en italien, c'est qu'il va revenir à un modèle qui est bien précédent au modèle disons, du XXe siècle de Finnegan's Wake. Et donc, il va écrire Finnegan's Wake en italien comme si c'était un texte du XIIIe siècle. Et ça, c'est une forme de anthologie avec un H, c'est-à-dire que il y a la hantise qui reprend le dessus et elle reprend le dessus par le passage d'une langue à l'autre. Hein. Et c'est encore un autre exemple d'autotraduction. Alors, j'arrête, à moins que vous n'ayez... Oui, vous êtes revenu.
Alors, si vous avez d'autres questions, vous avez bien entendu le temps et l'espace de me les poser. Sinon, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Non, c'était trop intéressant. Merci. Merci à vous tous pour toutes ces questions qui me permettent de faire ressurgir les souvenirs. Là aussi, tout ce travail sur Beckett et Joyce, c'est des auteurs que j'ai travaillé dans le passé beaucoup. Alors, Florent qui nous dit c'était une séance très intéressante. Merci à vous tous. Et Merci Cardélène. Merci Samantha, Marie, enfin vous tous, Faustine. Vous avez tous fait d'excellentes interventions. Merci Anna Maria. Et donc je mettrai l'enregistrement de ce cours en ligne. Et puis, nous reviendrons la semaine prochaine. Là, vraiment, nous allons travailler sur Zukowski. Cette fois-ci, j'ai juste fait l'introduction. Mais le XXe siècle demande toujours à être introduit parce que, vous voyez, c'est déjà un siècle, c'est le siècle dernier, c'est le siècle qui est le plus proche de nous. Et puis, c'est un siècle qui arrive après une telle histoire, une telle tradition littéraire, poétique, que nous sommes toujours endettés auprès de tous les écrivains du XXe siècle parce qu'il faudrait avoir lu tout ce qu'ils ont lu. Et ça, c'est le défi infini. Et voilà, alors merci beaucoup. Une très bonne soirée à tout le monde. Et nous nous revoyons. Alors, non, jeudi, vous ne suivez pas le cours. Enfin, certains d'entre vous suivent le cours du jeudi. Merci, Faustine. Et sinon, nous nous voyons lundi prochain. Voilà. Et je poste aussi le cours de traductologie. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. Bonsoir. Merci, madame.